Lors d'un dîner de fin de semaine, mon frère a dit « Trouve un emploi stable pour subvenir aux besoins de ta fille ». Puis il m'a tendu une demande d'emploi de concierge dans son entreprise. Mes parents ont ricané, si inutile. Le visage de ma fille est devenu tout rouge. J'ai répondu « Merci, je vais le transmettre à mon assistant, quelqu'un que tu connais probablement ». Son visage a immédiatement changé et il a crié « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lors de notre dîner familial du dimanche, mon frère, Thomas, a fait glisser une demande d'emploi pliée sur la table dans ma direction. Sa voix était lente, pleine de cette sollicitude étudiée qu'il employait toujours. « Je m'inquiète juste pour toi et Chloé, Claire. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu as besoin d'un emploi stable pour subvenir aux besoins de ta fille. » Mes parents se sont penchés avec des sourires narquois. Papa a marmonné, « Elle est plutôt bonne à rien, n'est-ce pas ?» Maman a ajouté, « Oui, vraiment bonne à rien. » Environ 20 membres de la famille étaient assis autour de la table, observant en silence. Ma fille de 12 ans, Chloé, était assise à côté de moi, son visage devenant écarlate alors qu'elle fixait son assiette. La demande concernait un poste d'agent d'entretien ou du nettoyage de base dans la grande entreprise de distribution de pièces automobiles, Distri-Auto France, où Thomas était gestionnaire de la chaîne logistique de niveau intermédiaire depuis 10 ans. Il a souri comme s'il me tendait une bouée de sauvetage. J'ai pris le papier, l'ai plié soigneusement et j'ai croisé son regard. « Merci, Thomas. Je vais transmettre ça à mon assistant, quelqu'un que tu connais probablement assez bien. » La pièce est devenue complètement silencieuse. Le sourire de Thomas a disparu. Son visage est devenu pâle. « Quel assistant ?» a-t-il exigé, la voix montant. « De quoi parles-tu » Toutes les fourchettes se sont arrêtées en plein vol. Tout le monde me regardait. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vraiment su qui j'étais. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand j'ai finalement parlé et que toute la table a été bouleversée, restez jusqu'à la fin, car l'expression sur son visage quand la vérité l'a frappé était absolument impayable. Thomas s'est penché en avant, sa voix toujours vive mais maintenant teintée d'irritation. « Allons, Claire. Un assistant ? Depuis quand as-tu un assistant ?» J'ai laissé le silence s'installer un instant, sentant Chloé bouger à côté de moi. Elle avait fixé son assiette, mais maintenant elle levait lentement la tête, ses yeux se tournant vers moi. La vérité, c'est que la tension entre Thomas et moi remontait aussi loin que je pouvais m'en souvenir. Il avait 5 ans de plus, le fils aîné, et dès le début, nos parents l'ont traité comme s'il était fait d'une étoffe particulière. Quand nous étions enfants, si nous ramenions tous les deux de bons bulletins, c'était toujours le sien qui restait épinglé plus longtemps sur le réfrigérateur. Le mien recevait un rapide « c'est bien » avant de disparaître dans un tiroir. Il a eu le nouveau vélo en premier, j'héritais du sien, d'occasion. Si nous nous disputions, on me disait généralement de m'excuser, même quand c'était lui qui avait commencé. Ce n'était pas de grandes choses. C'était un millier de petites choses qui s'additionnaient pour former un message clair, Thomas comptait plus. Quand j'ai épousé Julien, Thomas a souri narquoisement au mariage et a dit à quiconque voulait l'entendre que cela ne durerait probablement pas. Il a dit que Julien était trop gentil pour moi, quoi que cela veuille dire. Il y a 8 ans, quand Julien est mort dans un accident de voiture en rentrant du travail, Thomas s'est présenté à l'enterrement avec Sophie, sa femme depuis 3 ans à l'époque, et m'a pris à part. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle », a-t-il dit, en me serrant l'épaule comme s'il était le plus fort. Je l'ai remercié. J'avais 29 ans, soudainement seul avec une enfant de 4 ans, et je pensais que cette perte nous rapprocherait peut-être enfin. Ça n'a pas été le cas. Au début, leur visite semblait presque être un soutien. Thomas et Sophie passaient le week-end avec des provisions ou emmenaient Chloé au parc pour que je puisse souffler un peu. Thomas me faisait de longs discours sur le fait de me remettre en selle, de trouver une routine, peut-être de suivre des cours en ligne. Il partait d'une bonne intention, ou du moins c'est ce que je me disais. Mais progressivement, le ton a changé. Les provisions ont commencé à être accompagnées de commentaires sur la cherté de la vie et sur la difficulté que cela devait être avec un seul revenu. Les sorties au parc étaient assorties de questions pour savoir si Chloé suivait le rythme des autres enfants, car certains de ses vêtements semblaient un peu usés. Puis sont venus les pics directs. Un Thanksgiving, il y a environ 5 ans, ils sont arrivés avec 2 grands plats en aluminium de restes de leur propre dîner. Sophie me les a tendus avec un grand sourire. Nous en avions tellement en trop,
et nous avons pensé que tu pourrais en avoir besoin. Nourrir une fille qui grandit toute seule doit être difficile pour le budget. Je les ai remerciés, j'ai mis les plats au réfrigérateur, et plus tard j'en ai jeté la plus grande partie parce que le message derrière ce geste était trop blessant pour que je puisse les manger. Une autre fois, Sophie a appelé à l'improviste pour me poser des questions sur l'école de Chloé. Le soutien scolaire privé coûte cher de nos jours, a-t-elle dit. Si jamais tu as besoin d'aide pour couvrir quelque chose comme ça, fais-le nous savoir. Nous détesterions que Chloé prenne du retard. Je lui ai dit que tout allait bien. Elle a fait une pause, puis a ajouté, bien sûr, sans pression. Nous nous inquiétons juste. Et la maison, notre maison, celle que Julien et moi avions achetée ensemble, est devenue un sujet de discussion régulier. Papa passait parfois en voiture et mentionnait plus tard lors des réunions de famille que la peinture s'écaillait ou que le jardin avait besoin d'entretien. La maison commence à avoir l'air délabrée, disait-il en secouant la tête. Difficile de tout entretenir seul, je suppose. Maman hochait la tête en signe d'approbation, puis proposait d'envoyer leur jardinier en guise de « faveur ». La vieille voiture que je conduisais encore n'y a pas échappé non plus. Thomas aimait souligner à quel point elle devait être peu fiable, comment je devrais penser à les changer avant qu'elle ne me laisse en panne avec Chloé. Il n'a jamais demandé comment je me débrouillais réellement. Il a simplement supposé que je ne m'en sortais pas. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps. Une partie de moi espérait que si je ne réagissais pas, il finirait par voir que j'allais bien. Mais au fond de moi, je savais que je gardais ma vraie vie à part pour une raison que je n'étais pas prête à partager. Chloé me regardait maintenant, sa gêne initiale s'estompant pour laisser place à quelque chose de plus proche de la curiosité. Elle a senti le changement d'atmosphère dans la pièce, la façon dont tous les yeux étaient tournés vers moi. Thomas a rompu le silence avec un rire court et dédaigneux, le genre qui disait qu'il avait déjà décidé que je bluffais. « Bien essayé, Claire », a-t-il dit, sa voix dégoulinante de sarcasme et d'une nouvelle vague d'agacement. « Mais sérieusement, quel assistant ?» J'ai soutenu son regard et j'ai pris mon téléphone. Je l'ai posé sur la table, l'écran tourné vers Thomas. Le courriel était déjà ouvert sur un rapport interne de Technipar, le fabricant de composants automobiles de taille moyenne dans lequel j'avais discrètement investi des années auparavant. Ce n'était pas le genre d'entreprise qui faisait la une des journaux. Elle fournissait des freins, des pièces de suspension et des capteurs à de plus grands distributeurs dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'un de ces distributeurs, le plus grand en fait, était l'entreprise où Thomas avait passé la dernière décennie à gravir les échelons de la chaîne logistique. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai simplement laissé lire. Le rapport listait les comptes clés, les priorités de livraison et les accords de prix pour le trimestre à venir. Près du sommet, sous « partenaire privilégié », se trouvait le nom de l'employeur de Thomas. À côté, il y avait des notes sur la stabilité des prix et les commandes prioritaires, des notes qui portaient mes initiales, issues des 3 dernières réunions de stratégie du conseil d'administration auquel j'avais assisté virtuellement. Thomas a fait défiler, son pouce bougeant plus vite. Au début, un rire fort et forcé lui a échappé. « Pas possible », a-t-il dit, secouant la tête comme si tout cela n'était qu'une blague. « Ça ne peut pas être vrai. Claire, allons. » Mais alors qu'il continuait à lire, le rire s'est éteint. Ses yeux se sont rétrécis sur une section détaillant les contacts clients. Là, noir sur blanc, se trouvait son propre nom, listé comme l'agent de liaison principal pour le compte. Le rapport le remerciait personnellement pour sa coordination efficace de l'année écoulée et faisait référence à des décisions qui avaient maintenu les coûts prévisibles ou des décisions que j'avais discrètement soutenues lors des discussions du conseil pour éviter les perturbations pendant les fluctuations du marché. Il a arrêté de faire défiler. La couleur a quitté son visage. Sophie s'est penchée par-dessus son épaule, essayant de voir ce qu'il avait fait taire si complètement. « C'est juste une coïncidence, n'est-ce pas » a-t-elle balbutié, la voix fluette. Le même nom ou quelque chose comme ça. Papa s'est éclairci la gorge, mais aucun mot n'est sorti. Lui et maman ont échangé un regard rapide et mal à l'aise, quelque chose entre la confusion et la première lueur de doute. En face de moi, la posture de Chloé a changé. Elle avait été tendue toute la soirée, les épaules voûtées, mais maintenant elle se redressait. Un petit sourire incertain s'est dessiné au coin de sa bouche, et ses yeux se sont illuminés en me regardant. C'était la première véritable étincelle que je voyais en elle depuis notre arrivée. Le reste de la table était devenu inconfortablement silencieux.
Les cousins qui chuchotaient plus tôt regardaient maintenant ouvertement. Les fourchettes planaient, oubliées, au-dessus des assiettes. L'énergie suffisante qui avait rempli la pièce quelques minutes auparavant s'est évaporée, remplacée par une confusion épaisse et gênante. Thomas a rendu le téléphone sans dire un mot au début. Puis il a réessayé, plus bas cette fois. Depuis combien de temps, a-t-il demandé, presque pour lui-même. J'ai pris le téléphone et j'ai verrouillé l'écran. Assez longtemps, ai-je dit. Je suis l'une des principales actionnaires de Technipar. Je siège également au conseil stratégique. Ces dernières années, j'ai insisté pour maintenir les prix stables et accorder un traitement prioritaire à certains distributeurs, y compris le vôtre, lorsque la situation devenait tendue. Ce n'était pas de la charité. C'était simplement une bonne stratégie commerciale à long terme, mais cela a rendu ton travail beaucoup plus facile que celui de la plupart des gens dans ta position. Thomas a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Tu n'as jamais rien dit, a-t-il finalement réussi à articuler. Non, ai-je répondu. Je ne l'ai pas fait. Sophie a forcé un rire nerveux. Eh bien, c'est surprenant. Bravo, Claire. Vraiment. Mais son ton ne correspondait pas à ses mots. Maman s'est agitée sur sa chaise, ne sachant soudainement plus où mettre ses mains. Papa s'est frotté la nuque, les yeux allant de moi à Thomas. Le petit sourire de Chloé est devenu un peu plus stable. Elle a glissé sa main sous la table et m'a serré rapidement la mienne. La confiance facile avec laquelle tout le monde était arrivé avait disparu. À sa place, il y avait un silence lourd et troublant, le genre qui s'installe lorsque les gens réalisent que l'histoire qu'ils se racontaient sur quelqu'un d'autre pourrait être complètement fausse. Thomas s'est adossé à sa chaise, les bras étroitement croisés, essayant de paraître impassible mais sans succès. Il a forcé un autre rire court, celui-ci cassant. D'accord, très bien, a-t-il dit, la voix tendue par la frustration. Tu as quelques investissements. Impressionnant, mais ne prétendons pas que cela change quoi que ce soit. Thomas a essayé de soutenir mon regard, mais le sien a vacillé. Thomas a tenté de retrouver son sang-froid, sa voix s'abaissant mais toujours instable. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit plus tôt, a-t-il demandé, les questions s'accumulant rapidement. Si tu as fait partie de ça tout ce temps, pourquoi garder le silence? Pourquoi nous laisser croire que tu t'en sortais à peine? Il a cherché l'approbation autour de la table, n'en trouvant aucune. Sophie a rapidement pris la parole, ses mots protecteurs. Nous essayons seulement d'aider, Claire. Toutes les fois où nous avons offert des suggestions ou sommes passés, c'était parce que nous étions inquiets. Nous voulions vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi. Papa a ajouté son poids slowly. La famille veille les uns sur les autres, a-t-il dit, bien que la conviction semble plus faible que d'habitude. Maman l'a soutenu doucement. C'est vrai. Nous sommes censés être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. J'ai fait une pause, laissant leur déclaration en suspens sans réponse immédiate. Quand j'ai répondu, j'ai été brève. Aider de quelle manière, ai-je demandé d'un ton égal. En vous forgeant des opinions sur ma situation sans jamais en vérifier la véracité? Le froncement de sourcils de Thomas s'est accentué. Il a ajusté sa posture, cherchant un appui. Claire, tu ne peux pas sérieusement nous reprocher de nous être souciés de toi, a-t-il insisté. Tu gardais tout si secret. Aucun détail sur ton travail, aucun signe de stabilité. Que étions-nous censés penser? Maman a essayé de calmer la tension. Nous n'avons jamais voulu que tu gères tout toute seule. C'est pourquoi nous sommes intervenus quand nous le pouvions. Je l'ai regardé fixement. Et pourtant, personne n'a pensé à me demander directement comment les choses allaient réellement. Une autre lourde pause s'est installée. Sophie a tenté un petit rire qui s'est vite estompé. En fin de compte, Chloé avait encore besoin d'adultes responsables autour d'elle. Le fait que toute la famille soit impliquée donne aux enfants cette couche de soutien supplémentaire. Chloé, qui était restée inhabituellement immobile, a relevé complètement la tête à cette remarque. Je n'ai pas besoin de ce genre d'implication, a-t-elle déclaré simplement, sa voix portant clairement à travers la table. J'ai juste besoin que tout le monde arrête de traiter ma mère comme si elle ratait tout ce qu'elle entreprenait. Les yeux de Sophie se sont brièvement écarquillés, une rougeur montant à ses joues alors qu'elle cherchait une répartie. Elle a regardé vers Thomas, cherchant un soutien qui n'est pas venu tout de suite. La prise de Thomas sur son verre d'eau s'est resserrée.
Ce n'est pas juste, a-t-il commencé avec véhémence, mais l'énergie s'est dissipée à mi-chemin. Il n'a pas pu trouver une suite solide. Papa s'est agité inconfortablement sur son siège. Maman a pincé les lèvres, évitant le contact visuel. Le reste de la famille est resté immobile. Aucun cousin n'a offert son opinion. Aucun oncle ne s'est éclairci la gorge pour changer de sujet. Les couverts sont restés inactifs sur les assiettes. Le bourdonnement animé d'un rassemblement normal avait complètement disparu, remplacé par un silence tendu et des regards détournés. Je n'ai pas insisté. Les questions directes que j'avais posées se suffisaient à elles-mêmes, et les faibles réponses, ou leur absence, en disaient long. Thomas a fait un dernier effort pour rediriger la conversation. « Tu montes ça en épingle », a-t-il affirmé, tentant d'être ferme. La déclaration est tombée à plat. Sophie a bu une lente gorgée, profitant de l'instant pour se ressaisir. Chloé a maintenu son regard direct, la honte antérieure remplacée par une détermination calme. Le dîner tout entier semblait maintenant irrémédiablement altéré. La conversation normale ne pouvait pas reprendre. La nourriture refroidissait, en grande partie intacte. L'atmosphère d'assurance que les gens avaient apportée avec eux s'était effondrée en un malaise et un retrait évident. Thomas a de nouveau croisé les bras, les joues toujours rouges. Il a laissé échapper un soupir frustré, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. J'ai attrapé mon sac sous la chaise. J'ai poussé un rapport imprimé du conseil d'administration vers le centre de la table. C'était une copie du résumé stratégique le plus récent que j'avais reçu, avec les ordres du jour, les registres de vote et les projections pour l'année à venir. Rien de confidentiel, juste assez pour montrer l'influence que j'avais choisi d'exercer discrètement jusqu'à présent. Tous les yeux l'ont suivi. J'ai gardé une voix égale. Je ne vais pas utiliser ça pour une vengeance financière, ai-je dit. Je ne vais pas soudainement augmenter les tarifs ou annuler des accords par dépit. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Thomas s'est détendu d'une fraction, mais seulement pour une seconde. Ce que je fais, ai-je continué, c'est me retirer du rôle que j'ai joué pour faciliter les choses pour ton entreprise. Plus de pression discrète pour des conditions favorables lorsque les temps deviennent difficiles. À partir de maintenant, chaque décision sera purement commerciale, tarif du marché, concurrence standard. Aucune considération en coulisses. L'expression de Thomas a changé. La défensive a disparu, remplacée par une alarme authentique. Il savait exactement ce que cela signifiait. Sans ces protections subtiles, sa division serait confrontée aux mêmes pressions que tous les autres distributeurs. Les évaluations de performance deviendraient plus strictes. Les marges se réduiraient. Sa position, construite sur des années de navigation relativement tranquille, serait directement menacée. Il s'est de nouveau penché en avant. Claire, tu ne peux pas être sérieuse. Cela nuirait à beaucoup de gens, pas seulement à moi. J'ai soutenu son regard sans ciller. Ce n'est pas une punition, ai-je dit. C'est simplement le retrait d'un filet de sécurité qui n'a jamais été dû en premier lieu. La main de Sophie est allée à sa gorge. Mais pense à ce que tu dis. Papa a enfin retrouvé sa voix. Claire, ne fais pas ça à la famille. Nous sommes tous liés ici. Maman a tendu la main sur la table comme pour toucher mon bras. S'il te plaît, chérie. Nous pouvons en parler. Il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Je les ai regardés chacun leur tour. Il y a autre chose, ai-je dit. À partir d'aujourd'hui, j'arrête. Thomas a froncé les sourcils. Arrêter quoi? Tout ça, ai-je répondu. Plus de contacts, pas d'appels, pas de visites, pas d'invitation pour les fêtes. Nous n'assisterons pas à vos événements, et vous ne ferez pas partie des nôtres. Chloé et moi avancerons sans aucun de vous dans nos vies. Vous n'êtes plus notre famille. Les mots sont tombés, lourds et définitifs. Le visage de Thomas est passé du rouge au pâle en quelques secondes. Une véritable panique a traversé ses traits, le genre qui survient lorsque quelqu'un voit une fondation sur laquelle il comptait se fissurer sous ses pieds. Tu ne ferais pas ça, a-t-il dit, la voix légèrement brisée. Tu es en colère en ce moment, mais couper les ponts avec tout le monde pour ça, je ne lui ai pas répondu directement. Sophie a essayé ensuite. Claire, pense à Chloé. Elle a besoin de ses grands-parents, de sa tante et de son oncle. Chloé a serré ma main plus fort mais est restée silencieuse,
son choix clair. La voix de papa s'est un peu élevée. C'est extrême. Nous sommes du même sang. On ne tourne pas le dos à son sang comme ça. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous vous aimons toutes les deux. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant contre le sol. La pièce a retenu son souffle. J'ai pris la main de Chloé. Elle s'est levée à mes côtés sans hésitation. J'y ai pensé pendant des années, ai-je dit. Et c'est ma décision. Thomas s'est à moitié levé. Attends, Claire. Je n'ai pas attendu. Nous avons marché vers la porte, dépassant les parents silencieux, les desserts intacts, l'air lourd qui était devenu suffocant. Personne d'autre n'a parlé. Personne n'a suivi. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 mois après ce dîner, des échos ont commencé à me parvenir par des canaux distants. 6 mois après ce dîner, j'ai eu des nouvelles d'un ancien collègue de Thomas. Il m'a contacté nonchalamment par le biais d'un contact professionnel commun, me demandant si j'avais entendu parler des changements chez Distri Auto France. Je n'avais parlé à personne de la famille depuis mon départ, mais les nouvelles circulaient dans les cercles professionnels. Les premiers changements furent subtils. Sans le plaidoyer discret que j'avais fourni lors des réunions du conseil d'administration, Technipar traitait l'employeur de Thomas comme n'importe quel autre client. Les prix restaient justes mais ne bénéficiaient plus de ces petites marges de manœuvre que je poussais à accorder pendant les trimestres difficiles. Les délais de livraison suivaient les protocoles standards au lieu de bénéficier d'accélérations occasionnelles. Rien de dramatique, juste la suppression d'avantages qui s'étaient accumulés au fil du temps. L'industrie était déjà en train de se resserrer. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement persistaient suite à des événements mondiaux et les coûts des matières premières fluctuaient. Les entreprises du monde entier se battaient pour protéger leurs marges. L'entreprise de Thomas a ressenti la pression plus fortement qu'auparavant car l'un de ses principaux fournisseurs opérait désormais strictement selon les règles. Les indicateurs de performance ont commencé à baisser dans sa division. Les délais se sont resserrés. Les plaintes des clients en aval ont augmenté. La direction générale en a pris note. Aux alentours du 8e mois, Thomas a été rétrogradé. Il est passé de gestionnaire de la chaîne logistique à un poste de coordinateur principal à un salaire encore décent, mais une nette régression avec moins d'autorité et une équipe plus petite. Ses collègues ont dit qu'il l'avait pris tranquillement au début, en rejetant la faute sur la conjoncture. Chloé et moi, pendant ce temps, nous nous sommes installés dans un rythme qui semblait plus léger. Nous avons planifié notre premier court voyage ensemble, un long week-end dans un chalet au bord d'un lac alpin à quelques heures de route. Pas de grandes annonces, juste faire nos valises et partir les fenêtres baissées. Chloé a bavardé tout le long du trajet sur ses projets scolaires et ses amis, sa voix plus assurée qu'elle ne l'avait été depuis des années. De retour à la maison, nous avons amélioré de petites choses sans fanfare, de nouveaux ordinateurs portables pour ses cours en ligne, une nouvelle couche de peinture dans le salon et des choix simples qui ne criaient pas la richesse mais qui supprimaient le budget constant et prudent sous lequel nous avions vécu pour sauver les apparences. Au premier anniversaire de ce dîner, l'entreprise de distribution a annoncé une restructuration majeure. Ils ont consolidé des départements, éliminé des postes redondants et se sont concentrés sur des opérations plus légères pour rester compétitifs. Le poste de Thomas n'a pas survécu à la restructuration. Il a reçu une indemnité de départ standard, assez généreuse pour quelques mois mais pas une sécurité indéfinie. La nouvelle est revenue indirectement. Quelqu'un a transféré une note interne qui a fuité sur des forums de l'industrie. Son nom figurait sur la liste des départs. La pression financière s'est installée progressivement pour lui et Sophie. Les mensualités de l'hypothèque, les prêts automobiles, les frais de scolarité de l'école privée pour leurs enfants, tout cela avec un seul revenu réduit. Les disputes sont devenues fréquentes, d'après le peu qui filtrait par des connaissances communes. Ils ont essayé une thérapie de couple pendant un certain temps, mais la tension s'est avérée trop forte. 15 mois après notre dernière réunion de famille, ils se sont séparés. Sophie a emménagé dans un appartement plus petit, plus près de son travail. Thomas est resté dans la maison, mais a pris des missions de consultation à côté qui ne couvraient pas les manques. Mes parents ont essayé de me joindre à plusieurs reprises. Les premiers appels sont arrivés en quelques semaines. Des messages vocaux, pleins d'excuses et de demandes de discussion. Je les ai laissés sans réponse. Des lettres ont suivi ou des notes manuscrites sur le fait que Chloé leur manquait et qu'ils voulaient se racheter.
Des courriels sont arrivés avec des objets comme « Nous sommes désolés » ou « S'il te plaît, laisse-nous voir notre petite fille ». J'ai bloqué les numéros, marqué les courriels comme indésirables et renvoyé les lettres sans les ouvrir. Chloé a remarqué les tentatives mais ne m'a jamais demandé de répondre. Elle semblait soulagée par le calme. Nous avons fait un autre voyage cet automne-là, un vol rapide vers la Côte d'Azur pour quelques jours de promenade sur la plage et de dégustation de fruits de mer. Chloé riait plus facilement, se tenait plus droite sur les photos et parlait openly des universités où elle pourrait postuler. Un jour, l'hésitation qui colorait autrefois ses paroles sur les sujets de famille élargie a disparu. La vie pour nous est devenue simple d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Plus besoin de naviguer entre des jugements tacites ou une gratitude forcée. Simplement aller de l'avant. 18 mois plus tard, la séparation entre Thomas et Sophie est devenue permanente. Ils ont divorcé discrètement, partageant les biens et organisant la garde de leurs enfants. Thomas a trouvé un poste de niveau inférieur dans une plus petite entreprise, repartant à zéro à bien des égards. Mes parents ont cessé d'essayer après environ 1 an. Les messages se sont raréfiés, puis ont cessé. Chloé et moi avons continué à construire nos propres routines. Aujourd'hui, Chloé a 15 ans, et nous sommes plus proches que jamais. Elle a beaucoup grandi ces 2 dernières années et me regarde presque droit dans les yeux lorsque nous sommes toutes les deux pieds nus dans la cuisine. Sa posture est différente aussi. Les épaules droites, le menton haut. Le genre de confiance tranquille qui n'a pas besoin de s'annoncer. La jeune fille hésitante qui se recroquevillait lors des réunions de famille est devenue quelqu'un qui regarde les gens dans les yeux et parle quand elle a quelque chose à dire. Le week-end, nous nous asseyons souvent ensemble à la table de la salle à manger, mon ordinateur portable ouvert sur des rapports de l'industrie. Je lui explique les derniers chiffres de Technipar, tendances de production, mise à jour des fournisseurs, prévision du marché. Elle se penche, un stylo à la main, prenant des notes dans les marges des pages imprimées. Ces questions me surprennent parfois par leur pertinence, pourquoi certains composants ont des délais de livraison plus longs, comment le passage aux véhicules électriques affecte la demande de pièces traditionnelles, à quoi ressemblent les marges après les flambées des matières premières. Elle absorbe tout, faisant des liens plus rapidement que je ne l'aurais cru. Un soir, le mois dernier, alors que nous fermions les dossiers, elle a levé les yeux et a dit « Je pense que je veux étudier le commerce quand j'irai à l'université, mais je veux le faire de la bonne manière. » Le genre où l'on construit des choses sans rabaisser les autres. J'ai souri à cela. Ce n'était pas une phrase préparée. C'était juste Chloé qui pensait à voix haute après des mois à observer comment les décisions se répercutent sur les entreprises et les vies. En y repensant, je n'ai aucun regret quant au choix que j'ai fait ce soir-là à table. Couper les ponts complètement n'a pas été facile au début. Il y a eu des moments, au début, où de vieilles habitudes me tiraillaient, me demandant si une carte de vœux pourrait adoucir les choses ou si une réponse rapide à l'un des messages de maman pourrait garder une porte entr'ouverte. Mais chaque fois que j'y réfléchissais, la réponse restait la même. Les schémas toxiques ne se corrigent pas d'eux-mêmes simplement parce que le temps passe ou que le sang est partagé. Rester en contact aurait signifié accepter une dynamique où le jugement et la supériorité étaient la norme, et je n'étais plus disposé à donner cet exemple à Chloé. Protéger notre tranquillité s'est avéré être l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Nous sommes libres de planifier nos propres traditions, de passer les fêtes comme nous le voulons et de construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Chloé s'épanouit dans cet espace. Elle a des amis dont nous accueillons les familles sans arrière-pensée, des professeurs qui louent son initiative et une conscience grandissante de ce à quoi elle veut que son avenir ressemble. J'ai grandi aussi. Le travail semble plus ciblé sans le bruit de fond des opinions non sollicitées. Les réunions du conseil d'administration sont des débats directs sur la stratégie, pas des négociations personnelles voilées. L'entreprise continue de bien se porter, et mon rôle y reste stable. Parfois, les gens me demandent de vieux amis ou des connaissances lointaines si j'ai des nouvelles de mes parents ou de Thomas. Je leur dis la vérité, non, et ça me va. Chloé connaît l'histoire à un niveau approprié pour son âge. Elle ne demande pas de nouvelles ni n'exprime de nostalgie pour les gens qui la faisaient se sentir petite. Elle est occupée à vivre sa vie, à aller de l'avant. La leçon que je retiens de tout cela est simple mais puissante, parfois, la décision la plus forte que l'on puisse prendre est de supprimer les relations qui vous tirent constamment vers l'arrière. Laissez partir les gens qui vous diminuent, même s'ils partagent votre histoire, créez de l'espace pour la croissance, la paix et le genre d'amour qui élève toutes les personnes concernées.